Bonjour tout le monde, je souhaite la bienvenue à ce séminaire Ouranos. Mon nom est Dominique Paquin, je suis responsable du groupe Simulation et Analyse climatique du groupe Sciences du climat à Ouranos et j'ai le bonheur ce matin de vous présenter nos présentateurs, donc 3 personnes avec qui il est très agréable de travailler. Je tiens à le souligner parce que j'ai eu ce bonheur. Donc, c'est un trio d'ingénieurs en fait qu'on va avoir ce matin. Ils vont faire une présentation commune qui va durer autour de 45 minutes, 45-50 minutes, et après, il va y avoir une période de questions qui peut déborder de l'heure. On peut se rendre jusqu'à 1h15 s'il y a suffisamment d'interaction après. Donc, la première présentatrice, c'est Mme Annie Poulain, donc, qui est ingénieure, qui est professeure au département génie de la construction de l'École de technologie supérieure, l'ETS, et qui est aussi titulaire de la chaire de recherche Marcel Gauvreau en étude de l'impact des changements environnementaux sur l'hydrologie des bassins versants. Annie est spécialiste de la modélisation hydroclimatique, notamment en lien avec la modélisation hydrologique et l'incertitude des projections hydroclimatiques. Le deuxième présentateur, c'est M. Mathias Glass, ingénieur également, professeur aussi au département de génie de la construction de l'ETS. Et Mathias, ses travaux portent principalement sur l'évaluation de la performance environnementale des systèmes basés sur la complémentarité et les échanges de flux de matière entre acteurs d'un territoire dans le but pour aider la prise de décision. Et le troisième présentateur, c'est M. Rabindranath Romero-Lopez, qui est ingénieur civil et qui, en fait, est professeur à temps plein à la faculté de génie civil de Jalapa. Merci, Ravi, de l'Université de Veracruz au Mexique. Et ses domaines de spécialité couvrent l'hydraulique, l'hydrologie, la gestion globale des ressources en eau, la variabilité climatique et le développement durable. La présentation est enregistrée. Si vous avez des questions, vraiment des pointus, des points précis qu'on a besoin de préciser, vous pouvez les poser au fur et à mesure, mais sinon, on va garder la majorité des questions pour la fin des présentations. Donc, à ce moment-là, vous pourrez soit lever la main ou les écrire dans la conversation. Fait que, Annie, je te laisse partager ton écran. Parfait. Merci beaucoup. Ça ne sera pas long. OK. Voilà. Je ne comprends pas, je ne la vois pas. Pourquoi ça arrive tout le temps quand on est au moment... Ah, voilà, je la vois. Donc là, vous devriez bien voir mon écran. Oui, c'est parfait. Parfait, parfait. Bien, merci beaucoup, Dominique, pour l'introduction. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être ici avec mes 2 collègues, Mathias Glass et Rabindranath Romero-Lopez. En fait, on était tous les 3 les co-chercheurs du projet intitulé « Complémentarité et diversité Québec-Mexique en matière de gestion de l'eau dans le contexte des changements climatiques ». Et en fait, vous allez voir, là, il y avait différents aspects qu'on a étudiés, donc autant liés aux questions d'impact des changements climatiques qu'aux questions d'adaptation au changement climatique. J'ai mis ici, et beaucoup de collaborateurs très appréciés, en fait, je partage, je retourne le beau commentaire de Dominique, je lui retourne et à tous les gens qui ont été impliqués dans le projet qu'on va voir un peu plus loin dans la présentation. L'idée aujourd'hui, c'est de, oui, vous donner un aperçu du projet sur le plan scientifique, mais aussi de l'ensemble des retombées, puis aussi des éléments importants qui ont fait partie de notre projet, qui a duré 4 années, donc de 2016 à 2020, donc qui a pris fin en 2020, qui a été financé à travers le programme PSR Syrie du ministère de l'Économie et de l'Innovation et avec une contribution aussi d'Ouranos et Hydro-Québec au financement, Ouranos étant aussi partenaire scientifique dans le projet. Donc, les chercheurs, en fait, c'est nous, donc moi-même, Annie Poulain, qui pilotait le projet, mes collègues Mathias Glass et Rabindranath Romero-Lopez. Donc, du côté gauche, il y a les partenaires québécois et du côté droit, vous avez les partenaires mexicains du projet. Donc, les partenaires universitaires. Ensuite, au Québec, il y avait donc Ouranos et la direction de l'expertise hydrique du MELCC et le regroupement des organismes de bassins versants. Du côté droit, donc, il y avait l'IMTA et la CONAGUA
qui sont l'IMTA, Institut mexicain des technologies de l'eau, et CONAGUA, la Commission nationale de l'eau, sur lesquels je vais donner un petit peu plus de détails dans quelques instants. Ensuite, c'est important de mentionner qu'il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont été impliqués dans le projet. Donc, tous ceux dont les noms sont en vert sont des étudiants d'origine mexicaine et ceux dont les noms sont en bleu sont des étudiants d'origine québécoise et ou diverses. Mais vous voyez donc quand même un beau mélange, encore une fois, Québec-Mexique. Donc, les partenaires au Québec, vous les connaissez. Les partenaires mexicains, vous les connaissez moins ou pas. Donc, la CONAGUA, c'est quoi? En fait, c'est une commission administrative qui se charge de l'administration des eaux nationales, de la gestion et du contrôle du système hydrologique du pays, puis aussi qui s'implique dans la promotion du développement social. Donc, c'est plus vraiment un organe administratif. Et l'IMTA, donc Institut mexicain des technologies de l'eau, qui est un organisme public décentralisé qui s'intéresse aux défis nationaux et régionaux, donc associés à la gestion de l'eau. Donc, essentiellement, c'est un institut où est-ce qu'on fait de la recherche et développement pour protéger l'eau, la louer de manière efficace et équitable entre les utilisateurs. Et ces deux organisations relèvent du Semarnat, qui est en fait le ministère fédéral de l'environnement au Mexique. Donc, en fait, les questions associées à la gestion de l'eau au Québec se passent donc vraiment au niveau de la province. Au Mexique, ça se passe vraiment au niveau du pays. Donc, pour continuer avec le qui, en fait, vous voyez ici une photo de plusieurs des personnes qui ont participé au projet. Ce sont 2 visites en 2018 et 2019 qu'on a fait au Mexique. Donc, sur la photo de 2018, vous voyez ici, j'ai encerclé les têtes de nos collaborateurs québécois qui nous avaient accompagnés et aussi des étudiantes qui ont été impliquées dans le projet. Puis à droite, donc, vous avez un groupe un peu plus restreint là, qui est le groupe de l'Institut mexicain des technologies de l'eau. L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'intéresser à une collaboration Québec-Mexique? En fait, il y a un point super important que je n'ai pas mentionné sur la diapo où est-ce qu'on voit tous les collaborateurs, c'est que, présenté comme ça, oui, ça fait un beau réseau de collaboration. Ceci dit, quand on a créé le projet, tous ces gens-là, il y avait certains liens qui existaient entre ces gens-là, ce qui nous a permis de regrouper l'ensemble des organisations, mais le réseau de collaboration en tant que tel, c'est-à-dire la toile d'araignée qui relie un peu tout le monde ensemble, était vraiment à bâtir. Donc, ça a été un élément vraiment important de la collaboration Québec-Mexique. Pourquoi? Parce que justement, quand on s'intéresse aux questions de gestion de l'eau, gestion intégrée de l'eau, autant au Québec qu'au Mexique, on partage l'approche de la gestion intégrée par bassin versant. Donc, c'est un point qui nous rassemble et on se disait très certainement qu'on peut apprendre les uns des autres à travers justement cette approche commune de gestion qu'on partage. Et considérant aussi le fait que, c'est ça, il y a sûrement des complémentarités, mais il y a aussi une diversité entre les deux territoires qui peut amener justement des éléments intéressants, tant sur le plan de la science que des pratiques. Donc, si on regarde, juste pour vous donner un aperçu à gauche, donc on a une carte du Québec. En fait, on a travaillé sur plusieurs bassins dans les deux pays. Là, ça c'est un échantillon, donc une cinquantaine au Québec, une cinquantaine au Mexique. Si on regarde la précipitation annuelle totale moyenne au Québec, donc vous voyez, donc on est dans des valeurs au-dessus dans le sud du Québec, là, autour des 800, 1000 ou un peu plus millimètres par année, alors qu'au Mexique, on voit que du nord au sud, il y a quand même un fort gradient qui n'est pas présent au Québec et qui ajoute donc une diversité. Vous voyez que le nord est beaucoup plus sec en général, puis le sud est beaucoup plus humide et on a des bassins versants où est-ce qu'on dépasse, là, on atteint près de 3000 millimètres par année là, dans le sud. Donc, ce sont des bassins versants très, très humides. Ensuite, sur le plan territorial, oui, on a des territoires qui ont une similitude en termes de superficie couverte, donc 1,7, 1,9 millions de kilomètres carrés, pas du tout la même densité habitée et donc pas du tout le même nombre d'habitants. Et au Québec, en fait, notre point culminant, c'est le mont Jacques-Cartier à 1268 mètres d'élévation, alors qu'au Mexique, c'est le volcan qui s'appelle le pic d'Orizaba à plus de 5600 mètres d'élévation.
Et puis, si vous voyez en vert ici, autre aspect intéressant, donc il y a 3 chaînes de montagnes importantes justement au Mexique là, qui amènent du relief qu'on n'a pas nécessairement au Québec. Donc, pour présenter de manière générale le projet, on s'est intéressé donc à 2 thèmes qu'on a divisés donc en axes. Donc, l'axe 1 qui est plus axé impact et l'axe 2 plutôt adaptation. Donc, dans le cadre de l'axe 1, on s'est intéressé à travers la chaîne classique de modélisation hydroclimatique à des questions liées au changement climatique en gestion de l'eau et plutôt aux extrêmes, donc surtout les inondations, un peu les sécheresses que j'ai mis en plus pâle. Et puis, dans le cas de l'axe plutôt lié à l'adaptation, donc on s'est intéressé à l'analyse de l'information disponible justement en matière d'adaptation, donc information environnementale, hydroclimatique, et aussi aux outils de gestion de cette information-là à l'échelle territoriale dans les territoires donc québécois et mexicains. Et ce faisant, on a valorisé donc des simulations et des outils qu'on utilise au Québec. Donc, il y a eu des simulations MRCC5 qui ont été réalisées par Ouranos spécifiquement pour ce projet-là, justement pour inclure le territoire du Mexique au complet. Qu'on a pu, en fait, on avait le pendant de ces simulations aussi au Québec, donc avec les mêmes modèles globaux qui ont piloté le MRCC5. Et en fait, on partage aussi un outil de modélisation hydrologique en commun avec les gens de l'Institut mexicain des technologies de l'eau, qui est Hydrotel. Donc, il y a quelques années, des gens de la DEH et de l'INRS s'étaient déplacés au Mexique, puis depuis ce temps, les gens de l'IMTA utilisent Hydrotel. Et donc, valorisant aussi justement un outil qui a été développé justement pour la gestion de l'information territoriale. On va y revenir un peu plus tard. Fait que je vais me charger de vous présenter les travaux associés à l'axe 1 et mes collègues Rabi et Mathias vont se charger de présenter ce qui est associé plutôt à l'axe 2. Fait que l'axe 1, comme je le disais plus tôt, donc c'est vraiment, on s'est intéressé aux différents éléments de la chaîne de modélisation hydroclimatique, donc depuis les scénarios de gaz à effet de serre, la modélisation de climat, passant par le post-traitement jusqu'à la modélisation hydrologique et l'analyse finalement des résultats. Donc à travers différents indices. Et il y a 3 étudiantes qui se sont principalement concentrées sur l'axe 1, donc 2 étudiantes de doctorat, Mariana Castañeda-González, Virginie Destuinder, et puis une étudiante de maîtrise, Gabrielle Dallaire. Et donc, évidemment, il y a des résultats scientifiques qui ressortent de ces travaux que je vais présenter dans ce qui s'en vient. Et puis, en fait, j'ai fait une sélection parce qu'évidemment, on ne peut pas tout présenter. Puis, le critère de sélection, ça a tout simplement été ce qui a été publié ou qui est en voie d'être publié. Donc, Mariana, elle s'est surtout intéressée, en fait, elle s'est intéressée à deux éléments particuliers pour ce que je vais présenter. Donc, il y avait dans un premier temps la résolution des simulations climatiques et donc son impact sur la modélisation hydrologique et puis sur l'incertitude que ça peut apporter en modélisation hydrologique. Donc, c'était au tout début du projet, donc on n'avait pas encore les simulations pour le Mexique, mais donc, elle s'est intéressée en prenant 3 simulations différentes, de résolutions différentes, toutes réalisées par le MRCC, pilotées par Errant Intérim, donc en climat historique. Elle s'est intéressée à faire la comparaison pour des résolutions de 0,11 degrés, 0,22 et 0,44 degrés dans 50 bassins versants du Québec. Puis elle avait fait de la modélisation hydrologique à l'aide du modèle Moïse. Ça a été publié dans Climate Dynamics en 2019. Et puis, en gros, j'ai mis une image à gauche, mais en gros, on voit qu'effectivement, il y a une sensibilité des résultats de modélisation hydrologique, en particulier quand on s'intéresse aux crues. Donc là, vous voyez ici de haut en bas différents indices, des crues de période de retour 2 ans jusqu'à 20 ans. Et les différents box plots, en fait, c'est qu'à gauche, on a les plus petits bassins, donc moins de 3000 km², puis à droite, les plus grands bassins, donc plus de 3000 km². Puis on voit que, bien entendu, les plus petits bassins sont encore plus sensibles
au changement de résolution que les grands bassins versants. Ensuite, Mariana s'est intéressée à l'incertitude tout au long de la chaîne de modélisation climatique et voir donc quelle est la contribution de chacune des sources d'incertitude le long de la chaîne de modélisation, autant pour donc des bassins au Québec que des bassins au Mexique. Donc là, à ce stade, on avait effectivement donc les simulations MRCC Québec et Mexique. Donc, vous voyez ici, c'était 3 simulations pour les 2 domaines, pilotées par donc 3 modèles globaux différents à une résolution de 0,22 degrés. Donc, les travaux ont été soumis là, au Journal des sciences hydrologiques, c'est en révision. Normalement, on croise les doigts. On aura soumis, donc on s'attend à ce que ce soit publié ou accepté prochainement. Juste pour vous donner un aperçu, donc au Québec, on s'est intéressé évidemment aux bassins. Bon, ce sont des bassins en général qui ont une superficie plus grande que 500 km², donc essentiellement dominés par la neige. Fait que ça vous donne un aperçu des hydrogrammes qu'on a et aussi de la dispersion des résultats des différentes simulations. Donc, autant en climat historique à gauche qu'en climat futur plutôt proche ou moyen et futur lointain, donc chacune des colonnes. Et vous voyez en dessous, donc, les bassins pour le Mexique. En fait, on couvre la plage des conditions au Mexique, donc on couvre les bassins secs et les bassins humides. Puis vous voyez bien qu'au Mexique, en général, les 6 premiers mois de l'année, c'est essentiellement la période sèche et les 6 mois suivants, c'est la période humide, mais donc avec des distinctions entre la portion sèche et humide au Mexique. Donc, pour faire justement l'étude des contributions des différentes sources, des différents éléments de la chaîne de modélisation à l'incertitude, encore une fois, on s'est intéressé aux crues et aux crues avec différentes périodes de retour, comme vous voyez dans chacune des lignes, donc de 2 à 100 ans. Et les éléments qu'on a considérés sont donc en bleu, là, vous voyez la légende avec les couleurs. En bleu, ce sont les simulations régionales du climat. En jaune, ce sont les méthodes de post-traitement, donc on en avait 2. En vert, les modèles hydrologiques, on en avait 3. Et en en rouge, ce sont les différentes distributions ou statistiques qu'on a utilisées pour faire le calcul des débits associés aux différentes périodes de retour. Puis en gros, en fait, autant en climat historique qu'en climat futur, les résultats sont assez concluants dans le sens où au Québec, c'est vraiment, en fait, sont cohérents. Pour l'ensemble des périodes de retour au Québec, on a en vert, donc ce qui domine, c'est vraiment le modèle hydrologique. Alors qu'au Mexique, ce qui domine, c'est vraiment en fait les simulations du climat qui tendent à dominer l'incertitude. Et puis ça a été fait avec les 3 simulations régionales du MRCC5 dans chacun des domaines, mais on a refait l'exercice aussi avec des simulations, 22 simulations de l'ensemble CMIP5, donc modèles globaux, et on arrive essentiellement aux mêmes conclusions autant au Québec qu'au Mexique. Et puis on voit bien entendu qu'au fur et à mesure que la période de retour augmente, l'incertitude en rouge associée à la distribution statistique tend à prendre un peu plus d'importance aussi. Ensuite, ici, ce sont des travaux qui viennent tout juste d'être soumis, encore une fois, au Journal des sciences hydrologiques, on l'aime beaucoup, où est-ce que, là, on a vu qu'au Mexique, évidemment, l'incertitude provient surtout de la modélisation du climat. Donc, on s'est dit peut-être que si on veut améliorer notre confiance et réduire l'incertitude sur, justement, les modèles de climat, et les simulations du climat, on pourrait explorer la pondération des simulations climatiques. Là, ici, vous avez à droite une carte thermique où est-ce que, en fait, je ne veux vraiment pas entrer dans les détails, mais l'idée générale, c'est qu'on a donc ici, si vous voyez là sur l'axe des X, on a comparé 6 méthodes différentes de pondération des simulations de climat avec le EW qui est dans le fond la démocratie des modèles. Donc, tous les modèles se voient attribuer le même poids. Et ça, on l'a fait avec donc nos 22 simulations issues de l'ensemble CMIP5.
En fait, et les 6 différentes méthodes sont des méthodes qui ont inclus donc autant des pondérations basées sur la précipitation, la température, ou encore basées sur ce qui sort du modèle hydrologique, donc la simulation des débits. Donc, ce sont les 2 dernières, le W5 et W6. Et puis, W6 en particulier, c'est une modification qu'on a apportée donc aux méthodes existantes, où est-ce qu'on s'intéresse justement à une pondération qui tient compte non seulement des débits simulés annuellement, donc de l'hydrogramme annuel, mais plutôt des débits par saison. Et on voit que si on compare les hydrogrammes annuels moyens, et c'est ce qu'on voit ici, là, donc en termes de KGE, pour 50 bassins en haut au Québec, 50 bassins en bas au Mexique, bien, par rapport aux autres méthodes, on améliore grandement, à tout le moins en climat présent, donc la représentation de l'hydrogramme annuel moyen. Donc, ça nous dit, bien, en fait, que cette méthode peut avoir du potentiel, mais ce qui est important aussi de noter, c'est que ben, si on utilise cette méthode par rapport aux autres, ça va avoir un impact sur la grandeur et la direction du signal de changement climatique. Et cet impact est encore plus grand dans les bassins mexicains, donc qui sont en général dominés par la pluie. Chez nous, c'est des bassins dominés par la neige. Et ben, ça nous permet aussi de diminuer la dispersion, ou en fait la dispersion associée, donc qui représenterait l'incertitude associée à la modélisation climatique. Ensuite, il y a Gabrielle Dallaire qui, elle, a travaillé plutôt sur l'incertitude, encore une fois, le long de la chaîne de la modélisation hydroclimatique, mais en s'intéressant plutôt aux étiages, donc à différents indices d'étiage, et en incluant une diversité de méthodes de calcul de l'évapotranspiration dans la modélisation hydrologique. Donc, ça a été publié dans le Journal des sciences hydrologiques en 2021, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et ben, en fait, en gros, ce qu'on voit ici, c'est que ben, autant au Québec qu'au Mexique, quand il est question d'étiage, les sources les plus importantes de contribution à l'incertitude sont définitivement la formulation d'évapotranspiration à gauche et le modèle hydrologique tout de suite à droite, alors que, par exemple, tout ce qui est post-traitement et, par exemple, le modèle de climat ont beaucoup moins grande contribution. Et puis, si on regarde un peu plus en détail les contributions associées aux différentes interactions entre les différents éléments de la chaîne qu'on a considérés, bien, en fait, en gros, là, ce qu'il faut voir, c'est le E, le H et le EH, qui sont donc la formulation d'évapotranspiration, le modèle hydrologique et l'interaction entre les deux, là, qui sont en fait les plus grands contributeurs à l'incertitude sur les différents indices d'étiage qu'on a considérés. Et là-dessus, ça me permet de passer la parole à Mathias et Rabi qui vont maintenant vous parler de l'axe 2. Donc, je vais arrêter le partage, puis je vais laisser Mathias partager son écran. Merci Annie. Oui, on a pris la décision de gérer chacun de notre côté l'enchaînement des diapositives. Donc, je reprends pour l'axe 2. Donc, avec l'axe 2, on a vraiment pris une démarche complémentaire, mais différente de l'axe 1, où on s'est intéressé beaucoup plus aux besoins des utilisateurs terrain, donc de se rapprocher des acteurs terrain. Par contre, la démarche au départ, c'était quand même de se poser la question des contextes. Donc, Annie en a parlé un petit peu, mais de la façon dont on peut l'illustrer, c'est autant au Québec qu'au Mexique, on fait face à des aléas. Alors, d'inondation des deux bords, avec des aléas associés au verglas ou en fait aux périodes hivernales. Et puis peut-être au Mexique, des aléas associés à la sécheresse qui sont beaucoup plus significatives qu'au Québec, bien qu'on ait des périodes de pénurie d'eau. Maintenant, il y a des similitudes, il y a des différences. Par contre, dans les conséquences, il y a quand même une démarche qui est similaire. C'est là que ça nous intéressait d'un point de vue de l'information. Donc, c'est que quand on fait face à un aléa, ce qu'on a, c'est qu'on a des impacts qui sont directs sur la ressource en eau, tant en termes de disponibilité que de qualité,
mais également des impacts indirects sur les infrastructures civiles, industrielles et agricoles. Et c'est ces impacts-là indirects qui généralement vont impacter la qualité de vie ou on va dire la sécurité des citoyens sur un territoire. Donc, on se retrouve face à une vulnérabilité pour les acteurs du territoire, une vulnérabilité qui peut s'exprimer comme des dimensions d'exposition, sensibilité, capacité d'adaptation. Donc, j'ai surligné sensibilité parce que dans le cadre de la démarche de l'Axe 2, on est resté plutôt à ce niveau-là de sensibilité sans nécessairement intégrer la capacité d'adaptation des différentes communautés soumises à des aléas climatiques. Alors, il y a un autre élément, c'est qu'effectivement, les changements climatiques, ça introduit des phénomènes d'amplification et d'incertitude qui vont rétroagir sur les phénomènes et les conséquences, donc avoir potentiellement un effet amplificateur et de rétroaction. Donc, à partir de cette compréhension-là, je dirais, du système de territoire, on s'est intéressé dans un premier temps à l'information qui était disponible. Donc, autant au Québec qu'au Mexique, donc revue de la littérature. Heureusement, au Québec, on avait déjà une revue qui avait été faite par Ouranos, donc on a pu bénéficier de cette information disponible. Puis on s'est posé la question de comment on pouvait représenter les interactions entre les générateurs d'informations et les demandeurs de cette information-là en termes d'adaptation au changement climatique. Donc, on a pris la voie de la représentation graphique avec une représentation en analyse des réseaux sociaux qui permet de voir l'importance des échanges ou la nature des échanges également entre les acteurs d'un territoire. Donc, on l'a fait pour le Québec où, sans rentrer dans les détails, on a un code de couleur qui permet de voir du plus, on va dire, du plus éclairé jaune local au plus global jusqu'à l'international. Et l'intensité ou la taille plutôt des cercles représente le nombre d'interactions qui partent ou qui arrivent vers cet acteur-là. Donc, ce qu'on constate au Québec, c'est qu'on a une information qui est très centrée sur les villes. Alors, ça pose la question aussi, c'est que ça veut dire que c'est des villes qui commandent souvent des études, mais en même temps, les enjeux ou les questions basées sur les questions de l'eau, l'adaptation au changement climatique par rapport aux inondations et autres, sont des questions qui sont abordées plus au niveau des bassins versants. Quand on le regarde du côté mexicain, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une plus grande distribution alors qui peut s'expliquer par les acteurs qui commandent les études, et puis également quand même une différence, parce que quand on dit Québec-Mexique, on n'est pas tout à fait au même niveau de juridiction. C'est qu'au Québec, on est sur une province, alors qu'au Mexique, on est sur un État avec différents États à l'intérieur qu'ils composent. Donc, on a quand même cette différence structurelle, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une distribution qui est un petit peu plus grande du côté mexicain. Alors, au-delà de la représentation graphique, on peut le regarder quand même d'un point de vue statistique. Donc, d'un côté comme de l'autre, on est à peu près avec un même nombre d'acteurs, un plus grand nombre de générateurs d'informations au Mexique par rapport à des destinations au Québec, et un plus grand nombre de destinataires au Mexique. Et quand on regarde les informations en termes d'origine, alors, la principale différence, c'est qu'il y a plus d'universités ou une proportion plus grande d'acteurs universitaires au Mexique qui génèrent de l'information par rapport du côté québécois, alors que du côté québécois, on a un plus grand nombre d'organismes sans but lucratif qui vont générer des études pour des demandeurs. Puis du côté destination, on retrouve un petit peu ce que je disais plus tôt, c'est qu'au niveau national, on va avoir un plus grand nombre d'études qui vont être dirigées vers le niveau national, donc au Mexique, pour l'État mexicain, et au niveau canadien, un nombre plus petit. Donc ça, c'était une façon déjà de regarder l'information telle qu'elle était disponible dans la littérature. Mais ce qui nous intéressait plus, c'était de se rapprocher des acteurs du territoire, donc de percevoir le besoin des utilisateurs en termes d'information
et puis de se demander de quelle manière on pouvait la structurer en regard des enjeux pour mieux identifier les points de sensibilité sur ce territoire. Donc, pour faire cette démarche-là, alors au Québec, on verra un petit peu qu'au Mexique, ça a été différent parce que bon, on n'a pas toujours les mêmes contextes territoriaux. C'est qu'au Québec, on a pu bénéficier de toute la démarche du ROBVQ avec le programme Résilience, qui était la réunion de 8 communautés leaders et d'un accompagnement auprès de ces communautés-là pour faire une démarche d'adaptation. Et dans le cadre du projet, on s'est rapproché de la SCABRI, qui est l'organisme de bassin versant pour la zone Châteauguay, qui avait mobilisé des acteurs avec des tables de concertation autour des enjeux de l'inondation et du manque d'eau. Donc, ça nous a permis de se rapprocher de cette démarche-là et donc de bien comprendre un petit peu les questionnements et les besoins en information pour identifier quels étaient les enjeux et les mesures potentielles qui pouvaient être identifiées pour minimiser la sensibilité ou la vulnérabilité du territoire aux aléas climatiques. Donc, juste pour situer, donc, sur le bassin versant de la Saint-Régis, on est quand même sur un tout petit bassin versant non jaugé. Donc, il y avait quand même un intérêt à s'intéresser à un bassin qui n'est pas hyper documenté ou hyper mesuré. Et avec un contexte même où on pouvait se retrouver avec des zones avec des manques d'eau. Alors, bien évidemment, il y a eu des rencontres, des discussions et autres, donc c'est toujours passionnant de se rapprocher des acteurs du territoire et puis aussi de mesurer la lecture qu'ils ont de leur territoire, puis la compréhension fine qu'ils ont de leur territoire. Puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas capter quand on a une échelle plus élevée en termes de modélisation. Donc, on s'est dit, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être dans des études, qui peuvent être sur des observations de territoire, qui peuvent être sur des témoignages. Donc, on s'est dit, mais comment on structure cette démarche-là? Donc, on y est allé avec un principe, je dirais, plus issu des études d'impact qui vise à avoir une approche méthodologique par matrice de cause à effet, où on part avec la problématique ou l'aléa climatique qui s'inscrit dans un territoire où il y a des facteurs physiques qui peuvent être des facteurs amplificateurs, avec des ouvrages urbains, souvent des ouvrages de type ponceau, zone de drainage, qui vont avoir un effet soit de protection, soit même d'amplification sur des institutions ou des services urbains qui sont les éléments avec lesquels la population est en contact et dépendamment de la vulnérabilité, de la sensibilité de ces services urbains, ça va avoir un effet sur les populations, les communautés. Et donc, on peut évaluer à travers des indicateurs sociaux la sensibilité de certaines catégories sociales face à la sensibilité des services urbains. Et de la même manière, les services économiques, s'ils sont touchés, sensibles à certains aléas, vont avoir des effets sur des indicateurs économiques. Donc, on est parti de cette structure relativement simple pour élaborer un outil qu'on a déployé sur le territoire de la Saint-Régis, qui est composé de 7 municipalités. Donc, ce que je vous montre ici, c'est l'outil qui a été adapté au contexte de la municipalité de Saint-Michel. Alors, quand je dis adapté, ça veut dire que l'outil est structuré de façon générique, mais on va le construire avec les spécificités du territoire de la ville de Saint-Michel en termes d'ouvrages urbains ou de services urbains, de services économiques. Donc, on va chercher l'information, on structure l'outil, puis après, on va venir le renseigner. Donc, ça, c'est la matrice globale. On ne va pas rentrer dans chacune des cases, mais je vais juste repasser à travers cette démarche-là. Donc, à commencer par le fait qu'on se retrouve ici avec des facteurs de cause, donc autant inondation que hausse des températures qui vont avoir des effets, par exemple, sur la sécheresse ou des phénomènes de canicule, des facteurs physiques amplificateurs, donc la nature du sol, du type de surface, la hauteur de la nappe phréatique, qui peuvent venir, donc ça nous permet de mieux interpréter par la suite la sensibilité, alors soit sur des ouvrages urbains,
ou des services urbains, par exemple des établissements d'éducation. Et puis, bien évidemment, ces services urbains, je vais passer, ces services urbains-là vont avoir des effets sur des indicateurs sociaux et après, on peut renseigner les services économiques dans la zone, par exemple des zones de type agricole ou des zones de type commercial dans le cadre de la ville de Saint-Michel qui vont avoir des effets typiquement sur l'employabilité des gens, des populations dans la zone. Donc, la façon dont, une fois qu'on a structuré avec ces différentes catégories d'informations, donc la façon dont on va renseigner chacune des interactions. Donc, pour un aléa qui est une ligne, et en regard des différents ouvrages ou services, on va renseigner la nature de l'information qu'on a à disposition, donc avec un code qui va de 1 à 4. Donc, soit c'est une information très, très générale ou issue d'une étude ou d'un rapport très spécifique qui vient de renforcer la qualité de l'information. Ça peut être des visites de terrain, ça peut être même un témoignage de la part d'un citoyen qui, de façon annuelle, a constaté des inondations dans des zones du territoire. Donc, ça permet de consolider la nature de l'information. Et puis, un code de couleur, donc sur une sensibilité absence, faible, moyenne ou élevée. Et donc, si, par exemple, on prend un aléa de canicule sur un service urbain d'établissement d'éducation, en connaissance du système de l'établissement, il n'y a pas de climatisation. Donc, on est avec une sensibilité élevée. Et donc, quand on regarde après d'un point de vue social ce que ça a comme effet, ben, un établissement d'éducation avec une sensibilité élevée, ça va toucher principalement des enfants de moins de 14 ans. Donc, si on a une sensibilité de niveau rouge, à ce moment-là, ça réattribue sur l'indicateur le code rouge. Donc, ça permet de venir identifier les indicateurs de sensibilité pour la population, puis on va avoir le même genre d'indicateurs au niveau économique. Donc, ça nous permet de venir structurer l'information. Vous voyez des petites icônes ici, ça permet de venir y associer également de la documentation, des photos, des rapports, etc. Donc, ça permet de compiler l'ensemble de l'information pour aider au processus d'identification des mesures d'adaptation. D'ailleurs, ça a permis, à travers aussi les discussions, typiquement d'identifier des besoins en information plus sensibles. Donc, je vous présente juste un projet qui a été réalisé dans le cadre des travaux de maîtrise d'une étudiante encadrée par Annie et moi. Donc, Audrey Coulombe, sa maîtrise est disponible. C'est un projet qui a été développé sur un tout petit territoire, parce que là, on parle de 2 km² sur la municipalité de Saint-Isidore, qui fait partie du bassin versant de la Saint-Régis, où il y avait des problèmes d'inondation forts. Et donc, il y avait un besoin en mesure, en données. Donc, il y avait de l'acquisition de terrain, sur le terrain avec des stations de relevée de hauteur d'eau en amont et en aval. Il y a eu des simulations qui ont pu être faites à partir de la situation actuelle, mais également en considérant des mesures d'adaptation, donc des solutions d'adaptation où il y avait, par exemple, l'abaissement d'un ponceau, la déconnexion des gouttières, la création d'un bassin de rétention, des reprofilages de rivières amont-aval, même la redirection d'une partie d'une zone drainée vers un autre bassin versant pour limiter les inondations à un endroit. Et tous ces scénarios-là, avec la municipalité, ben, ça a permis également de faire toute une démarche de hiérarchisation des scénarios d'adaptation pour identifier ceux qui avaient un apport le plus significatif pour les citoyens qui habitaient dans la zone. Donc, voilà typiquement le genre de structures avec lesquelles on a travaillé sur structure de l'information, identification des enjeux, et puis de façon ad hoc, identification de projets à une échelle fine pour aller chercher de la documentation ou des données complémentaires. Donc, au niveau du Mexique, ça s'est fait de façon un petit peu similaire, mais rien de mieux qu'un collègue mexicain pour nous en parler. Donc, je vais arrêter mon partage, puis je vais céder la parole à mon collègue Rabi.
Et merci beaucoup, Mathias. Merci pour l'introduction, Dominique. Et je vais continuer avec la présentation euh, pour, pour la part du Mexique. OK? OK. Sur le contexte mexicain, je suis habité dans les côtes du Mexique et se trouve dans les golfe du Mexique. L'État s'appelle Veracruz. Et je vais expliquer un peu l'outil d'analyse dans le contexte mexicain. Et je voudrais remarquer que cet outil, c'est très efficace et très efficient dans les cas mexicains. Si bien dans Québec ou Mexique, les conditions de territoire sont différentes, mais l'outil s'adaptait très bien à la situation de manière générale que nous avons trouvé les problématiques associées. Mais deux territoires, nous avons étudié dans l'État de Veracruz, qui sont 12 territoires très différents. L'Antigua, qui est cette Barsan-Bersan, il y a beaucoup des aspects des inondations. Et le deuxième, c'est la municipalité de Pánuco, qui est impactée à cause de la sécheresse. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de voir qu'est-ce qui se passe associé sur les aspects associés de l'eau et les impacts qu'ils ont des régions. Mais aussi, par exemple, respect des inondations, il y a beaucoup de risques. Historiquement, les golfes du Mexique arrivent chaque année 2 ou 3 ouragans et des tempêtes tropicales arrivent à la région. Mais à cause de la sécheresse dans le nord du Mexique, il y a beaucoup de développement industriel, mais il n'y a pas beaucoup de l'eau. Mais c'est un aspect aussi très important pour regarder. On va évaluer ce qui se passe avec ce projet. Après, nous avons utilisé les méthodes AHP pour hiérarchiser tous les aspects associés dans la municipalité, par exemple, et les aspects d'installation pour regarder quels sont les impacts associés sur le changement climatique. Par exemple, ici, vous pourrez regarder ce plan qui s'appelle l'Antigua. L'Antigua, c'est une place qui chaque année s'est inondée à cause de la tempête ou des ouragans. Mais 4 municipalités ciblées, c'est le Barsan de l'Antigua, qui s'appelle José Cardel, Salmoral, Nicolás Blanco et l'Antigua. Et nous avons évalué qu'est-ce qui se passe spécifiquement sur les aspects des inondations, parce que vous pouvez regarder que cette municipalité se trouve très proche à la rivière. Mais il y a une normativité mexicaine qui dit que les gens, c'est pour rester 40, 50 mètres à côté de la rivière, mais malheureusement, la réalité, c'est une autre, et les gens habitent très, très proche à la rivière. Qu'est-ce qui se passe? Si la rivière augmentait le niveau, toute la région s'est inondée et toute la région s'est dévastée. Et pour les aspects, par exemple, de cet outil, je vais montrer un exemple très rapide, c'est la municipalité de José Cartel, mais Mathias, il déjà expliqué quelle est la fonction de cet outil, mais vous pourrez regarder que nous avons fait le même outil, nous avons utilisé le même outil pour montrer et regarder quelle est la différence entre le Québec et le Mexique, mais pour le Mexique, je peux dire que, par exemple, avec cette méthodologie, dans le cas d'études du Mexique, nous avons trouvé une zone très, très vulnérable à cause de les aspects, par exemple, des inondations. Nous avons utilisé l'analyse multicritère pour hiérarchiser différents aspects de la versant de l'Antigua qui chaque année s'est inondée. Et dans cette carré, vous pouvez regarder que les plus municipalités vulnérables s'appellent Nicolás Blanco, que vous pourrez regarder qui c'est dans la couleur rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Mais qu'il y a beaucoup des aspects associés de l'eau qui s'y changent un peu
le niveau de l'arrivée s'est inondé, toute la municipalité s'est dévastée et tout est, mais et les risques d'habiter dans ces municipalités sont très, très hauts parce que principalement toute la ville, toute la municipalité s'est détruite. Et après, nous avons fait une modélisation pour évaluer l'intensité des impacts pour chaque municipalité. Vous pouvez regarder, par exemple, le cas de l'Antigua, qui est à côté de la rivière, et c'est marqué dans la couleur rouge, et toutes les deux municipalités sont très, très, très vulnérables. Parce que la mobilité est très haute, parce qu'elle se trouve à côté de la rivière. Mais si vous pouvez regarder dans la couleur orange, jaune ou vert, mais la vulnérabilité diminue. Mais je pense que chaque année, les quatre municipalités, José Cardel, Antigua, Salmoral et Nicolás Blanco, s'inondent à cause de l'augmentation du niveau de la rivière. C'est un aspect très, très important parce que le gouvernement donner beaucoup d'argent pour restaurer, pour réparer toutes les municipalités qui maintenant sont affectées. L'autre cas, c'est le travail spécifiquement sur la sensibilité de la sécheresse. Je vais parler un peu sur une anecdote. Maintenant, Mexique il se trouve dans les pires sécheresses historiquement. Dans le nord du Mexique, il n'y a pas de l'eau. Le nord du Mexique, c'est une région producteur. Il y a beaucoup d'industriels qui travaillent dans le nord, mais maintenant, il n'y a pas de l'eau au niveau national. À Veracruz, que j'habite à Veracruz, les gens m'ont dit qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de l'eau, il y a un grand, grand problème à cause de la sécheresse dans tous les pays. Mais principalement dans le nord, qu'il y a beaucoup d'activités productives, et tout est dévasté, et les barrages, pratiquement, il n'y a pas de l'eau dans les barrages. Et par exemple, il y a une ville qui s'appelle Monterrey, qui c'est la 12e ville, la 12e ville plus importante du Mexique, après de la cité de Mexico. Et Monterrey, maintenant, c'est une crise incroyable. Incroyable parce que les gens, il n'y a pas de l'eau pour voir. La crise hydrique, c'est très, très énormément grande, et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'eau pour faire ces activités quotidiennes, qui c'est boire de l'eau, faire la cuisine, etc. Et par contre, les gens manquent des ouragans. Aujourd'hui, si je parle avec les gens me disent, oh, je voudrais qu'il vienne un ouragan au Mexique. Parce que si vient un ouragan ou une tempête tropicale vient avec beaucoup de l'eau, et tout de l'eau augmentera le niveau de la rivière, augmentera le niveau des barrages, et tout se peut se fixer un peu. Et cette session, c'est la session d'ouragan, et les gens espèrent que viendra un ouragan rapidement. Mais comme vous pourrez regarder, la crise à cause de manque de l'eau au Mexique, maintenant, c'est très, très, très importante. Mais nous avons utilisé la même outil, mais pour voir qu'est-ce qui se passe sur la sécheresse, nous avons identifié quelques activités économiques, sociales et les aspects sur l'environnement pour montrer, regarder qu'est-ce qui se passe. Mais dans la couleur rouge, les principales activités qui est plus affectée, c'est l'activité industrielle, par exemple l'industrie de la canne de sucre, parce qu'elle demande beaucoup de l'eau, mais s'il n'y a pas de l'eau, ce n'est pas pour développer cette activité. Vous pourrez regarder dans les cadres rouges ici, et c'est l'industrie de la canne de sucre qui est très, très vulnérable, mais aussi au niveau social, les centres médicaux mais aussi sont très, très vulnérables dans le spectre de l'environnement. Toutes les activités à l'extérieur, tous les plages récréatives, mais aussi sont vulnérables parce qu'ils ont besoin beaucoup de l'eau. Et pour cette case, nous avons divisé chaque activité dans la région pour identifier quelles sont les activités plus vulnérables à cause des manques de l'eau. Mais vous pouvez regarder que principalement les activités industrielles sont très, très vulnérables. OK?
À cause de ça, OK, je vais faire la conclusion de que les deux pays, Canada, Québec, principalement, et Mexique, je peux dire qu'ils ont des problèmes similaires et c'est utile que nous avons développé et montré les résultats très importants. Et qu'est-ce qui se passe? Avec ces résultats, je peux donner l'information à les gens qui prennent les décisions pour améliorer les conditions. Parce que, comme je l'expliquais, chaque année, il y a un problème associé sur les aspects des inondations et des ouragans, mais aussi, il y a un grand problème à cause maintenant de la sécheresse. Mais c'est parce que le Mexique, c'est un pays très contrastant. Dans le nord, il n'y a pas de l'eau. Dans le sud, il y a beaucoup de l'eau. Mais trouver une solution, c'est très complexe. Mais maintenant, c'est la tâche que nous avons besoin, trouver une bonne solution pour améliorer les conditions de vie de la population. Et j'ai donné la parole à la professeure Annie Poulard. J'espère que vous bien compris le message. Parfait. Merci beaucoup, Rabi. Je vais partager mon écran à nouveau pour juste conclure sur les derniers éléments de la présentation. On était, pardon, je m'excuse, j'y arrive. Voilà. Donc, les derniers éléments que je voulais partager avec vous, ce sont essentiellement les retombées, puis aussi des éléments finalement qui ont gravité autour du projet. Donc, premièrement, visibilité de la collaboration. En fait, on a pu avoir un petit espace dans la lettre du RIOB en mai 2019. La lettre du RIOB, c'est donc une lettre qui est publiée, je pense que c'est 1 fois par année ou 2 fois par année, par le regroupement international, le réseau international des organismes de bassin. Donc, ça a donné quand même de la visibilité au projet. Vous voyez un peu à droite. Ensuite, en 2019, on a pu aussi avoir une rencontre avec la délégation générale du Québec à Mexico qui ont pu par la suite aussi nous appuyer là, pour la réalisation de certaines rencontres ou certains projets connexes. Et on a même aussi participé à un forum à l'Université de Veracruz, donc l'Université de Rabi, lors de la mission en octobre 2019. Là, il y a un lien ici, mais en fait, le lien, c'est vers un petit article qui avait été publié par l'université là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la diffusion des connaissances, j'ai présenté tout à l'heure des travaux qui sont publiés ou en voie d'être publiés, mais l'idée ici, c'est surtout de vous montrer que quand même, on a utilisé, la diffusion s'est faite à travers différents forums, donc à travers une diversité de forums, donc surtout dans le cadre de conférences ou des webinaires ou donc des symposiums. Et puis, c'est ça. Donc, ce sont essentiellement les travaux des étudiants qui ont été étudiants et étudiantes qui ont été présentés. Et même aussi à travers un webinaire, par exemple, là, qui avait été donné auprès du ROBVQ par Laurence Blondeau-Bouchard, là, justement sur l'outil avec la matrice d'analyse pour les sensibilités, donc pour justement informer les partenaires du ROBVQ. Ensuite, en 2020, il y a un atelier Québec-Mexique qui a été organisé. Idéalement, ça aurait été en présence, mais donc en raison de la COVID, on l'a fait en ligne. Donc, c'était le 19 novembre. Et puis, 2 objectifs principaux à cet atelier. D'abord, donner plus de visibilité à la collaboration, puis ensuite, discuter d'une possible phase 2 de la collaboration. Donc, évidemment, il y avait donc tous les partenaires du projet et même des gens qui gravitent un peu autour de ces partenaires qui étaient invités. Et on a même eu donc la délégation générale du Québec à Mexico qui relève dans le fond du ministère des Relations internationales et de la francophonie, le consul général du Mexique à Montréal qui a été présent et les directeurs généraux de l'ETS, d'Uranos, de l'IMTA et aussi la directrice de l'expertise hydrique. Et puis, l'image que vous voyez à date, en fait, c'est que l'atelier a été aussi l'occasion de signer officiellement une entente quinquennale de collaboration
entre l'ETS et l'IMTA, là, qui est l'Institut mexicain des technologies de l'eau. Et en fait, ça, c'est ma dernière diapo. Je pense que c'est probablement celle qui nous rend le plus fiers tous les trois, moi, Mathias et Rabi. C'est le réseau. Je vous disais au début, bon, les partenaires ont été rassemblés parce qu'il y avait déjà des liens qui existaient entre eux, mais le réseau, essentiellement, était à bâtir parce que sans réseau, sans établir les liens de collaboration, il n'y a pas de science, il n'y a pas de projet, ça ne peut pas fonctionner. Donc, le réseau, bien, on l'a bâti au fil du projet par des interactions soutenues, des échanges en présence. En fait, avant la COVID, on a quand même pu faire des missions au Mexique. Et bien, vous voyez, dans le fond, le cœur de tout ça ici au Québec. Donc, les deux principaux partenaires, c'est la DEH du MELCC et Ouranos. Et vous avez le projet, donc notre projet PSR Syrie ici. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais vous avez donc les principaux partenaires qui ont permis d'élargir et de bâtir le réseau qui gravite autour. Et bien, ça a pu donner lieu aussi à d'autres projets, dont un projet Cordex FPS qui inclut des bassins versants du Québec et du Mexique. Donc, avec l'IMTA au Mexique, ce sont eux qui pilotent le projet, qui implique aussi Ouranos et qui implique maintenant l'UQAM à travers le chercheur Philippe Lucapché. J'en ai parlé aussi, donc l'entente quinquennale de collaboration ETS-IMTA. L'idée, c'est de favoriser donc les échanges de collaboration, la mobilité. En fait, on espère que ça va reprendre de plus belle maintenant qu'on a un peu plus la possibilité de se déplacer. Et puis, de l'autre côté, bien, à travers le ROBVQ, la résilience et la SCABRIC, en fait, on a deux projets en cours, des projets d'étudiants qui maintenant se font sur la rivière Saint-Régis. Et on a aussi un projet MRIF avec la Conagua, donc qui, grâce aux liens créés avec la Conagua, là, qui est un projet qui s'intéresse aux liens haute surface, eau souterraine. L'idée, c'est d'essayer de créer un réseau d'experts qui va permettre d'aborder ces questions-là autant au Québec qu'au Mexique. Et de manière peut-être un peu plus périphérique, il y a un autre projet aussi que j'appelle Revue Partage de l'eau, qui implique donc les territoires du Québec, du Mexique et de la Bavière, à travers, je dirais, sans que ce soit une collaboration officielle, il y a quand même une implication de la Commission nationale de l'eau au Mexique. Et ça fait le lien justement avec le projet PSR Syrie de mon collègue François Brissette, là, avec lequel aussi on partage quand même des partenaires et certaines questions scientifiques. Donc, voilà, je vous remercie de votre présence, de votre attention. Vous avez ici nos adresses courriels. Si vous souhaitez nous contacter pour discuter davantage, ça va nous faire plaisir. Et ben, merci beaucoup à tous. OK, merci Annie, Mathias et Rabi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit simplement lever votre main ou encore les écrire dans la conversation. Sinon, ben, moi, je vais peut-être commencer. En fait, Rabi, si je comprends bien, le portrait des vulnérabilités qui était fait, c'est vraiment en climat actuel, ou sinon, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Mais donc, à ce moment-là, est-ce que vous allez éventuellement refaire ce type de portrait de vulnérabilité en incluant les changements climatiques? Mais peut-être encore une fois que j'ai mal compris. Là, fait que, si tu peux répondre à ça. Merci. Oui, et maintenant, c'est pour regarder ce qui se passe. Dans les premières parts, nous avons trouvé toutes les données qui sont associées sur les aspects du changement climatique et nous avons utilisé un logiciel pour qui c'est à l'intérieur toute l'information qui utilise les gens qui prennent les décisions pour protéger la population sur les impacts du changement climatique. Mais aussi, avec cet outil que Mathias Audrey et Annie ont utilisé pour évaluer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de bassin versant, nous avons pris le même outil pour regarder ce qui se passe à cause de la vulnérabilité. Mais aussi, Mexique, en général, de manière générale, je pense que c'est un pays qui sait que l'association de la vulnérabilité, les aspects climatiques sont très importants à cause de, par exemple, des ouragans, des tempêtes tropicales qui arrivent chaque année. Et maintenant, les gens peuvent regarder
que tous les aspects associés sur l'environnement impactent directement dans la quantité de l'eau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une sécheresse au niveau national très, très importante. Je voudrais partager qu'est-ce qui se passe parce que je pense que les gens ont besoin de générer la conscience de l'eau parce que c'est très important et maintenant, aujourd'hui, les gens peuvent regarder un peu qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de l'eau. S'il manque de l'eau, la région c'est dévastée. Comme j'ai dit, dans le nord du Mexique, c'est une région très productive de manière industrielle, agricole, mais à cause de l'eau, tout est dévasté. Mais maintenant, à Veracruz, que normalement c'est une place qu'il y a beaucoup de pluie actuellement, mais actuellement, il y a un problème de l'eau, c'est incroyable parce que arrive des ouragans, et la rivière se déborde. Et qu'est-ce qui se passe? Mais nous pouvons trouver que la réalité climatique au Mexique, en général à Veracruz, dans le Nouveau-Mexique, a changé. Et c'est pour ça que j'ai parlé un peu sur les aspects de changement climatique et la vulnérabilité, qui sont deux aspects associés à la problématique qu'aujourd'hui nous avons au Mexique. Je ne sais pas si j'ai compris. Merci. Mathias, peut-être tu veux compléter, puis sinon. Puis après, je pense qu'Alexandre, tu as une question, tu as allumé ta caméra. Fait que, Mathias. Ton micro est fermé. On peut se faire encore avoir. Donc, effectivement, le micro était… Oui, tu poses une bonne question, Dominique, parce qu'en fait, il y a cette espèce de cohérence entre la spatialité et la temporalité, qui, je pense qu'il y a du travail à aller chercher. Parce que c'est vrai que l'exercice qui a été fait avec les deux territoires qu'on avait pointés au Mexique ou qu'on a fait sur la Saint-Régis, c'est avant tout une démarche spatialité et puis actuel, finalement. C'est ce qu'on constate ou ce qui a été constaté, mais c'est vraiment l'état des lieux. Par contre, on est à très fine échelle spatiale parce qu'en fait, on est derrière le champ, on est dans l'inondation de. Et puis après, c'est dire, si on veut aller chercher sur les climats futurs, on doit passer par la modélisation. Puis la difficulté, c'est à quelle échelle on est capable d'aller chercher cette sensibilité spatiale. Je pense que c'est un des enjeux. Des enjeux de réflexion avant de capacité de calcul, je pense. Merci. Alexandre, puis après, il y aura une question de Martin. Mais Alexandre, tu peux y aller. Merci pour la présentation. Je trouvais ça intéressant, justement, les projets très localisés, comme avec la Scabrique sur la rivière Saint-Régis. Et je me demandais, est-ce que du côté du Mexique, je comprends qu'il y a une structure un peu différente, mais est-ce qu'il y a des projets comparables où on a été voir avec les municipalités ou avec des organisations de gestion de l'eau pour analyser des solutions, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se faire dans le futur? Je peux répondre, mais c'est parce qu'on a eu des belles discussions. Alors, c'est sûr que la COVID, ça n'aide pas. Hein. Ça n'aide pas à bouger, puis ça n'aide pas à rencontrer du monde. Mais c'est un point sur lequel on a fini, le projet s'est fini en 2020, là, mais on a dit une des étapes, typiquement dans le contexte mexicain, ce serait d'avoir une démarche. Alors, ce n'est pas similaire parce qu'il faut qu'elle soit culturellement associés au contexte dans lequel ils se déploient. Mais au Mexique, il y a des pseudo-équivalents organismes de bassin versant. Donc, c'est effectivement une échelle de partenaires avec laquelle il faudrait qu'il y ait des liens qui se développent. Par contre, la vraie question, c'est l'implication citoyenne. Elle est très développée au Québec, c'est-à-dire qu'un organisme qui demande une mobilisation, il y a des fois pas toujours le même succès, mais disons, on y arrive à construire une démarche citoyenne, une implication sur du long terme, hein, pas 3 fois en 6 mois, mais sur des années. Avec la Scabrique, on fait le décompte des années, là, mais c'est quand même depuis 2017 que plusieurs fois par année, les acteurs du territoire sont mobilisés autour des questions de l'eau. Donc, c'est long. Donc, ça peut décourager du monde. Et là, il y a vraiment des enjeux de capacité de mobilisation.
Et donc, il y a un exercice de réflexion du côté mexicain, je dirais, pour savoir comment on peut transférer un peu, je dirais, ce savoir-faire qu'on a pu mettre en évidence au Québec. Merci, Mathias. Annie, est-ce que tu voulais répondre à ça ou sinon? Je voulais juste ajouter un petit élément. Dans la dernière diapo où est-ce qu'il y avait les retombées, justement, là, on a un projet que j'appelle Revue Partage de l'eau, mais où est-ce que justement, l'idée, c'est de vraiment mettre en perspective l'organisation de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Mexique versus au Québec, puis là, de vraiment comprendre aussi les différences, les complémentarités. Puis, bien, en passant par ce projet-là, je pense que ça va nous permettre aussi de mieux comprendre la structure et de savoir aussi qui cibler, comment cibler, puis ça renforce le lien avec la Commission nationale de l'eau, qui je pense est un partenaire important pour ce genre de questions. Voilà. Merci. Martin? Oui, ma question est pour Annie. Je suis intéressé à la partie sur l'impact des pondérations sur les projections hydroclimatiques. Oui. Je vois que vous avez utilisé comme plusieurs méthodes, puis je me demandais un peu comment vous aviez, en fait, bon, j'imagine que vous prenez plusieurs critères d'évaluation des modèles, soit climat, hydrologique, en historique, puis comment vous êtes assuré de la pertinence de certains critères pour les projections. Par exemple, une variable donnée, quels critères vous avez choisi dans le climat historique passé pour évaluer puis pour ajouter de la confiance dans ces projections-là, vu qu'on voyait qu'il y avait une réduction de l'incertitude. Donc, est-ce que cette réduction de l'incertitude-là est reliée vraiment à de l'information sur l'évaluation des modèles? Non. Okay. Bien, en fait, l'étude, là, c'est ça, je ne suis pas rentrée dans les détails, là, mais c'est entièrement basé sur la méthode qui est le RIA, là, Reliability Ensemble Analysis. Donc, qui est une méthode qui, bien, puis c'est ça, il y a comme la version originale de la RIA, puis il y a la Upgraded RIA. Puis dans la version originale, c'est ça, tu peux y aller, tu y vas directement avec soit la précipitation ou la température basée sur deux critères, la performance versus le climat observé, puis la convergence en climat futur. Mais la Upgraded RIA, elle, bien là, c'est celle qui nous a permis de faire plus de tests, parce que là, on met de côté la convergence en climat futur, on se base vraiment sur des critères de performance sur la base de l'historique, mais là, tu peux en ajouter plusieurs. Fait que tu peux combiner précipitation, température, tu peux faire juste débit annuel, puis nous, ce qu'on a ajouté, c'est combiner différentes statistiques sur les débits saisonnier. Là. Fait que, en gros, c'était tout le temps donc la même méthode de base, là, si tu veux, qu'on a utilisée. Et vous ajoutez de l'information sur la sensibilité climatique, le changement climatique historique, par exemple, ou c'était plus des aspects climatologiques moyens, etc.? C'était des aspects climatologiques, hydrologiques. Là, donc, tu sais, précipitation, température, débit. Puis, tu sais, c'était en fait essentiellement, là, ce sont toujours deux critères, là, soit une comparaison moyenne, puis aussi une comparaison basée sur la variabilité interannuelle. Merci. Il y a une question dans la conversation en espagnol. Ben, je pense qu'on peut quand même la comprendre, mais je ne sais pas qui vous répondre parmi vous là, et la traduire. C'est ça. OK. Ah oui, ben, je pense que je peux répondre. Buen dia. OK. Donc, c'est quelles sont les différences observées entre le Québec et le Mexique en ce qui a trait à la relation avec le changement climatique? OK. Je peux répondre en français, j'imagine, parce que si je réponds en espagnol, il y a une personne qui va comprendre, mais toutes les autres ne comprendront pas. En gros, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu dans l'esprit de ce que j'ai présenté. Les différences proviennent, bien entendu, des différents éléments de la chaîne de modélisation hydroclimatique qui apportent de l'incertitude sur les projections hydrologique, en tout cas, à tout le moins en termes de crue. Là, c'est là où est-ce qu'on a vu donc la plus grande différence. Puis là, ben, je veux dire, je me concentre, je me limite vraiment aux résultats de notre étude. Mais ce qui nous a amené, en fait, à avoir deux choses, comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est qu'au Québec, donc l'élément qui contribue à la plus grande part d'incertitude, c'est le modèle d'hydrologie, alors qu'au Mexique, donc, c'est la simulation climatique.
Et puis, c'est vrai que j'ai présenté la portion où est-ce qu'on s'est dit, bien, si on veut améliorer notre confiance dans nos projections, peut-être qu'on pourrait regarder la pondération des modèles des simulations climatiques au Mexique. Et ben, du côté québécois, là, en fait, c'est presque terminé. On est en train de regarder ben, qu'est-ce qui arrive quand, justement, plutôt on pondère des modèles, les projections produites par les modèles d'hydrologie. Donc, au niveau du modèle hydrologique au Québec, puis des simulations du climat au Mexique. Donc, c'est ce que je peux ajouter pour l'axe 1. Je ne sais pas pour l'axe 2, Mathias et Rabi, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui. Ouais. Allez, Mathias. OK, j'y vais. En fait, je vais revenir sur le point que j'ai dit, c'est que c'est les contextes territoriaux ou de structures qui vont être différents, mais bon, il y a une intensité à la sensibilité aux aléas climatiques qui n'est pas la même parce qu'au Mexique, c'est plus significatif aujourd'hui quand on y va. Puis là, c'est pas que de la quantité. C'est-à-dire que des fois, au Mexique, il y a trop ou trop peu. Et après, il y a aussi une notion de qualité au Mexique qui est vraiment remarquable parce qu'on y va, puis on le voit, puis on le sent aussi. Quand vous allez sur des rivières sur lesquelles on se dit, ben, c'est de la ressource, oui, mais la ressource, elle est contaminée. Donc, c'est une ressource qui est difficile à exploiter. Donc, c'est vrai que l'amplitude des enjeux ne sont pas forcément les mêmes, mais les questions par rapport au changement climatique se retrouvent. Alors, c'est de nouveau, nous, on va manquer possiblement d'eau dans certaines régions, mais c'est comme si on avait des solutions peut-être pas trop loin ou d'organisation. Puis il faut qu'on les planifie. Puis au Mexique, c'est quasiment, il aurait fallu qu'ils les planifient. Donc, il y a peut-être un degré d'urgence qui est différent. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Fait que c'est ça. Ben, je veux remercier tout le monde. Puis encore une fois, le webinaire va être accessible sur la chaîne YouTube d'Ouranos. Donc, vous pourrez le regarder de nouveau. Fait que merci beaucoup, Annie, Mathias et Rabi. C'est un plaisir de vous voir, même virtuellement. Merci. Mais merci beaucoup de nous avoir permis de présenter le projet. Ça nous a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et je suis content avec la collaboration entre le Canada, le Québec et le Mexique parce que nous pouvons partager les connaissances et améliorer les conditions de vie dans la région. Merci beaucoup, merci pour tout le travail et je suis vraiment content. Merci Ouranos pour tout l'aide qui donnait sur le projet. Je suis content avec ça. Merci. Puis on va souhaiter un bon été alors. Oui. C'est ça. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci.